75% du territoire australien sont arides ou semi-arides. Les sécheresses y sont fréquentes et sauvages. En été, il fait souvent plus de 50 degrés à l'ombre, lorsqu'il y a de l'ombre. La plupart des habitants vivent sur le littoral, où le climat est moins violent. Le centre de l'Australie est plat. Aucun relief n'accroche les nuages. Les pluies sont rares et capricieuses. Une flore originale très ancienne, qui s'est adaptée au climat exigeant, pousse sur des terres pauvres et arides. Des animaux introduits par les colons et redevenus sauvages font d'énormes dégâts. L'élevage à grande échelle de bêtes à viande détruit les sols fragilisés par la sécheresse. La terre devient stérile. La désertification s'intensifie. Les aborigènes, qui ont été les premiers arrivants, exploitaient au mieux les ressources locales. Les colons, eux, ont cultivé comme ils le faisaient en Europe. Aujourd'hui, la terre australienne est épuisée. Pour éviter la catastrophe sur ce continent désert, il faut tout repenser. Mais comment? Avec qui? Le centre de l'Australie est occupé par les déserts. On en compte une dizaine. Le grand désert de Victoria, le plus vaste d'entre eux, est aussi grand que l'Allemagne. La nature est en crise. Tempête de sable. Incendie gigantesque. Sécheresse. Inondation soudaine. Sol détruit. Comment ce pays continent en est-il arrivé là? Lorsque les premières populations sont arrivées, il y a 40 000 ans, le pays était beaucoup plus vert et beaucoup plus arboré qu'il ne l'est aujourd'hui. Vivant de chasse et de cueillette, les aborigènes se contentaient de ce qu'ils trouvaient. Toute source de protéines était mise à profit. Les colons anglais ne voyaient pas la vie ainsi. Cook débarque sur la côte australienne en 1770. La couronne d'Angleterre prend possession de l'île-continent en 1788. On découvre de nombreux minerais, de l'or. La terre semble prometteuse. Les colons arrivent en masse et avec eux débarque toute une faune qui n'existait pas en Australie et qui va saccager la flore et décimer la faune locale. On rase les forêts pour exploiter les terres. Le désastre est en route. Cette zone était entièrement couverte par une forêt. Et les fermiers ont coupé cette forêt pour faire pousser du blé et faire paître des moutons et du bétail.
Cette terre a été l'une des plus fertiles de la ferme. C'est pour ça qu'elle a été déboisée en premier. C'était la meilleure terre. Donc ça a été une des meilleures parcelles de la ferme, n'est-ce pas? La ferme était là-bas. Là-bas, ça c'était de l'eau douce. Et ils avaient construit ici parce que c'était fantastique. C'était un petit paradis. Ils ont dû dire, installons-nous ici. Ici, on a de l'eau douce. Cet endroit est pour nous. Les colons qui se sont installés à cet endroit étaient convaincus qu'ils allaient faire de ce coin d'Australie une seconde Angleterre. Mais leur rêve s'est évanoui, rongé par le sel. C'est un morceau d'une vieille charrue mangée par la rouille. Ironiquement, c'est la charrue qui a causé les problèmes de salinité. Et maintenant, le sel prend la charrue. C'est rouillé jusqu'à l'os. Le sel qui a tué la ferme contamine toute la région sud-ouest. Selon les scientifiques, environ 5% des terres du sud de l'Australie sont frappées par un taux de salinité irréversible. C'est horrible. C'est plus salé que l'eau de mer. Quand la salinité des sols augmente, ça engendre un effet physiologique sur les plantes. Ça crée une sécheresse physiologique. La nappe phréatique était jadis à 50 mètres de profondeur. Elle est maintenant à moins d'1 mètre de la surface. 30, 40 ou 50 ans après le déboisement, les nappes phréatiques ont commencé à monter, entraînant le sel avec elles. Et comme on le voit, quand les nappes phréatiques se rapprochent de la surface du sol, il y a des effets tellement dévastateurs sur le paysage que non seulement les céréales ne sont plus cultivables, mais la végétation endémique meurt aussi. C'est devenu un désert. C'est une croûte de sel. Je crois qu'ils sont venus avec de grandes espérances sur ce que cet endroit pouvait leur donner. Et les conséquences de la mise en exploitation agricole ne sont apparues que 50, 60 ans plus tard. Et maintenant, on doit vivre avec ça. Plus rien ne pousse. Les terres sont abandonnées. À 2500 km à l'est de Perth, dans la région au nord d'Adélaïde, des villages entiers ont été désertés eux aussi. Ils ont dû imaginer qu'ils étaient là pour longtemps, vu la somme de travail qu'ils ont investi là-dedans. Le village de Farina a été fondé en 1878 par des fermiers. 10 ans plus tard, c'était une bourgade qui avait une école, un bureau de poste, un hôpital, un poste de police, 2 églises, 2 hôtels. Le train arrivait à Farina. Voir une si grande ville disparaître, c'est juste... C'est une chose qu'il faut avoir vue, pas vrai? La somme de travail qui est partie dans cette ville, sur une période de 50 ans, depuis le moment où ils ont construit la ville entière, une petite ville, jusqu'à maintenant où plus personne ne vit ici. C'est juste une ville fantôme. À Farina, il n'y a que le cimetière qui tienne encore. Que s'est-il passé ici?
Dans le coin, ils croyaient que la pluie suivrait la charrue et que ça deviendrait une gigantesque zone agricole. Alors ils ont construit pour ça. Tout le monde cultivait le blé et ça allait marcher. Ça allait être probablement comme l'Amérique, où il pleut et toutes leurs villes sont toujours là, toujours viables. Mais ici, il a juste arrêté de pleuvoir. Les colons se sont aperçus trop tard que l'Australie n'est pas l'Amérique et qu'elle n'est pas l'Angleterre non plus. Ici, les pluies tombent pendant 10 ans. Tout pousse. Et puis soudain, elles s'arrêtent. Et la région endure une terrible sécheresse qui peut durer 10 ans. Les agriculteurs de Farina n'avaient rien vu venir. À vrai dire, ce n'est pas le début du désert. Mais dans la mauvaise saison, c'est le désert. Alors quand vous avez ces années sèches, des vents chauds tout le temps, eh bien, ça tourne au désert. Autour de Farina, d'autres bourgades ont connu le même sort. Dans les années 1850, 70 familles vivaient à Kanyaka. 50 000 moutons paissaient alentour. Toutes ces villes étaient fondées sur la même illusion. Ici, le climat est certes plus chaud que celui de l'Angleterre, mais il obéit au même cycle. Quand tout est vert, il est très difficile d'imaginer qu'un jour, ça pourrait devenir aride. C'est le challenge dans ces zones. En fait, ça fluctue. Un certain nombre de personnes se doutent bien que les choses ne sont pas aussi simples que les colons veulent le croire. En 1865, le gouvernement commande à un géomètre anglais, George Goyder, de délimiter dans le sud du pays la zone où l'exploitation agricole est possible de celle où elle ne l'est pas. Goyder parcourt plus de 3000 km à dos de cheval. Il questionne les aborigènes et les fermiers, observe la végétation et trace ce que l'on appellera la ligne de pluie de Goyder, qui sépare les régions où les pluies sont suffisantes de celles où elles sont trop capricieuses pour qu'on leur fasse confiance. Beaucoup de gens ne prennent pas cette ligne au sérieux. Farina et les autres villes, aujourd'hui désertées, se trouvent à 300 km de la ligne tracée par Goyder, dans une région où il déconseillait formellement de s'installer pour cultiver quoi que ce soit. En ignorant les conseils de Goyder, certains ont dû vivre des épreuves terribles. Il y avait une vraie croyance qu'on pouvait forcer les choses, que cette colonie pourrait survivre grâce à ces méthodes de culture. En plantant des arbres, ils pourraient augmenter les pluies. C'était une idée précoce du changement climatique, un changement induit par les activités humaines. Les hommes allaient améliorer le climat en apportant les méthodes européennes de culture dans ces zones arides. Les fermiers de Farina et leurs voisins ont péché par orgueil. Quand les gens arrivaient d'Angleterre, ils trouvaient que c'était plus facile de déboiser ici. Beaucoup plus facile que plus au sud, où il pleuvait davantage. À cette époque, les gens leur disaient « Depuis de nombreuses années, les pluies sont au-dessus de la moyenne. » Alors ils se sont dit « Pourquoi on irait couper des arbres énormes quand on peut faire ça ici, assez facilement, à la charrue ?» Ils ont été abusés par un faux sentiment de sécurité. Les aborigènes ont apprivoisé l'eau au fil des millénaires. Ils savent par exemple que ce trou dans la terre est en vérité un de ces puits naturels qu'on trouve presque partout en Australie. La plupart des fermiers est resté fidèle à un modèle productiviste qui dégrade une nature fragile en raison des spécificités si particulières du climat australien. Le pays est devenu une gigantesque usine à viande. « 258 ? Qui prend à 258 ? Adjugé pour 256. » On y élève 104 millions de bêtes, principalement destinées à l'export. Si on prenait en compte la dégradation des sols qu'engendre le pâturage tel qu'il est pratiqué, on constaterait que le beefsteak australien est hors de prix. Mon idée est qu'il y a 40 ans, chacun ne possédait pas assez de terre. Et la seule façon qu'il pouvait essayer de survivre, c'était d'entasser beaucoup de bétail sur des parcelles insuffisantes. La terre était toujours mise à nu.
En dépit des ravages qu'elle produit, cette logique dévastatrice ne connaît pas de frein. Dans le centre-sud du pays, les troupeaux errent sur des territoires de plusieurs milliers de kilomètres carrés. Les bêtes affamées broutent jusqu'à la racine toutes les plantes qui se trouvent sur leur passage. Leurs sabots écorchent les sols fragiles. Après leur passage, la terre est nue, prête à s'envoler dans la prochaine tempête de poussière. Sur ces terres semi-désertiques, les bêtes sont toujours à la limite de la survie. Et quand la sécheresse dure un peu trop, l'immense surface des fermes ne suffit pas à les sauver. On travaille dans un désert. C'est aride. Mais c'est ce qu'il y a sous la surface qui nous permet une viabilité à long terme. C'est la connaissance de ce que fait le système de racines. Ça a l'air mort. Vous voyez? Jetez un coup d'œil. Il pousse seulement un peu de verre. Celui-là, ici, mort. Ils sont tous dans le même état. Ce paysage est en bonne condition. Ce qu'il nous faut, c'est la pluie. C'est le secret de tout ça. La sécheresse sévère, qui frappe le pays depuis le début des années 2000, aggrave encore la situation. Dans certains pluviomètres, nous avons mesuré seulement 40 mm, ce qui fait 2 pouces pour l'année. À d'autres endroits, nous avons eu de 100 à 120 mm. Il suffit de guider les troupeaux là où il y a la nourriture et s'assurer de la viabilité à long terme. Il faut toujours savoir ce que vous avez comme fourrage et calculer les kilos de bovins que vous pouvez mettre sur les hectares que vous avez. Lorsque les pluies sont abondantes, Rick Britton n'hésite pas à tripler le nombre de ses bêtes. De 3000 têtes, son troupeau passe à 9000. Si certains éleveurs parviennent encore à jongler tant bien que mal avec la sécheresse, beaucoup ont déjà un pied en enfer. Cette pauvre vache n'avait que 6 ans. 380 bêtes de son troupeau sont mortes de faim et de soif. Nous sommes à la fin de la saison des pluies, si on peut dire. On est supposé avoir eu de la pluie. On n'a encore rien vu. Même s'il pleut en hiver, c'est pas de l'herbe qui tombera. Les fermiers de la région en sont réduits à vendre leurs vaches reproductrices, qui sont le cœur de leur élevage. On vend toutes les femelles. Ils coupent leurs têtes et elles sont broyées pour faire des hamburgers qui nourrissent les Américains et les Chinois. Et une fois qu'une vache a eu la tête coupée, elle ne pourra pas élever un autre veau. L'ironie amère de Richard est à la mesure de son désespoir. Depuis 3 ans, il n'a pas tiré le moindre dollar de son élevage. Au contraire, comme les autres, il est aujourd'hui criblé de dettes. Richard et les éleveurs de Longreach, dans le Queensland, tentent de sauver leurs troupeaux en envoyant leurs bêtes dans la zone côtière, à des milliers de kilomètres de leur ranch. Les vaches errent le long des routes à la recherche de l'herbe fraîche. Des cow-boys veillent comme ils le peuvent sur leurs divagations.
les troupeaux sont sous perfusion. Chaque jour, des camions livrent des citernes d'eau aux bêtes assoiffées. L'agriculture, dont les modèles sont directement importés d'Angleterre, a atteint ses limites. C'est écrit. Je ne peux plus mettre la main à la poche. Je n'ai plus rien. Je ne peux plus emprunter. Je ne peux pas continuer comme ça. Longreach a été longtemps la capitale du bétail et de la laine. Aujourd'hui, la ville se meurt. L'immobilier ne vaut plus rien. Les vaches, qui s'entassaient dans les corrals en attendant d'être vendues, se sont volatilisées dans le vent chaud. Les éleveurs sont en faillite. Les banques saisissent des propriétés qui ne valent plus rien. Les hommes, vous savez, sont déprimés et ne parlent à personne. Et bien sûr, vous savez ce qui arrive. Ils pensent que c'est mieux qu'ils disparaissent. On a tous faim. Tout le monde a de plus en plus faim. Si ce n'est pas de nourriture, c'est d'argent. C'est effrayant. Un autre fléau, plus inattendu celui-là, accable encore l'Australie, qui n'en finit pas de payer les erreurs des colons. Même si la géographie et le climat leur convient, dromadaires et chameaux ne sont pas des espèces australiennes. À une époque où il n'y avait pas de route, les colons ont importé des dromadaires d'Afghanistan et d'Inde. Ce sont eux qui transportaient les marchandises sur les pistes à travers le pays. À l'arrivée des camions, ils ont été abandonnés à leur sort et sont retournés à la vie sauvage, où ils prolifèrent de façon inquiétante. Plus d'1 million d'entre eux dévastent le centre et l'ouest du pays. Leur nombre double tous les 10 ans. La végétation souffre d'une prédation à laquelle elle n'est pas adaptée. Quand l'eau vient à manquer, les bêtes se ruent sur les points d'eau. Ils les dégradent et les polluent au préjudice des autres espèces. Lorsque la soif les tenaille trop fort, ils deviennent agressifs. Ils entrent dans les villages et brisent tout ce qui contient de l'eau. Les toilettes, les climatiseurs, les réservoirs, les pompes. C'est un problème qui nous a pris par surprise. Et je pense que la raison, c'est parce que les dromadaires étaient hors de notre vue. On n'y pensait pas et on ne s'est pas rendu compte de la vitesse à laquelle leur population augmentait. Et par conséquent, de l'impact qu'ils avaient, jusqu'à ce qu'ils s'approchent des lieux habités. Les dromadaires sont devenus une plaie pour les villages aborigènes isolés du centre du pays. Remplacer les équipements détruits coûte très cher à des communautés dont les ressources sont comptées. L'Institut de recherche sur les zones arides a hérité du problème. Une politique d'abattage dans les régions les plus exposées a été mise en place. « 170 000 bêtes ont été tuées en moins de 5 ans. Quand il y a trop d'animaux, il faut faire quelque chose, parce qu'à la fin, si on ne fait rien, beaucoup d'entre eux meurent de soif et de faim. Tout le sud-ouest de l'Australie souffre de la soif.
y compris la zone côtière où est installée la ville de Perth, la capitale de l'État d'Australie-Occidentale. Notre moyenne d'eau d'origine pluviale sur un siècle est de 350 milliards de litres par an. L'an dernier, nous en avons reçu 11. Donc on est passé de 350 milliards de litres à 11 milliards de litres. C'est un changement phénoménal de nos ressources en eau en une très courte période de temps. La pénurie est telle que le pays n'a guère d'autre choix que de dessaler l'eau de mer pour la rendre potable. L'usine de Binningup alimente Perth et sa région. Plusieurs techniques existent pour produire de l'eau douce à partir d'eau salée. L'usine de Binningup utilise celle de l'osmose inverse, qui est la plus moderne, la plus fiable et la moins chère. 140 000 mètres cubes d'eau douce sont produites chaque jour. L'usine de désalinisation est comme un filtre. Au départ, nous avons l'eau de mer. Et si on imagine qu'une molécule d'eau est de la taille d'une balle de ping-pong, une molécule de sel a la taille d'une balle de tennis. Donc, quand cette eau arrive à haute pression à travers le filtre, l'eau traverse et le sel reste derrière. La population de Perth dépasse les 2 millions d'habitants. Et les experts pensent qu'elle pourrait doubler d'ici 2050. Devrait-on multiplier les usines de dessalement pour que les habitants puissent continuer d'arroser leurs pelouses? Plus d'habitants ne veut pas forcément dire plus d'eau consommée. Notre population a augmenté d'un tiers dans les 10 dernières années. La consommation par habitant a baissé d'un tiers. Donc, par personne, les habitants de Perth utilisent un tiers d'eau en moins que ce qu'ils consommaient il y a 10 ans. Nous avons éduqué la communauté et travaillé avec elle pour ne pas gaspiller l'eau et comprendre à quel point elle est précieuse. Nos projections envisagent qu'il ne pleuve plus jamais. Des kilomètres de pipeline filent à travers l'Australie de l'Ouest pour alimenter les populations en eau potable. Les usines de désalinisation sont critiquées parce qu'elles consomment de l'énergie. Les autorités rétorquent que c'est le prix de l'assurance contre la soif. Binningup fonctionne avec l'énergie d'un parc éolien qui a le mérite de préserver l'environnement. À Port Augusta, dans le sud du pays, un groupe d'investisseurs explore une autre filière technologique pour résoudre les pénuries auxquelles le pays est confronté. Dans ces terres desséchées, un centre d'études pilote a construit une serre de 2000 mètres carrés dans lesquelles on cultive des légumes, en s'affranchissant de nombreuses contraintes qui pèsent sur les cultures classiques. On utilise des panneaux solaires à concentration de chaleur et on fait de la désalinisation thermique. En gros, on fait bouillir l'eau salée pour produire de l'eau douce et on utilise une turbine à vapeur pour produire de l'électricité. Au bout de 5 années d'essais concluants, Sundrop Farms passe au stade de la production. Quatre immenses serres de 5 hectares chacune sont en construction. On y cultivera 880 000 plants de tomates qui fourniront 10% de la demande nationale. L'eau est pompée dans l'océan tout proche. Quant à l'énergie solaire, elle est captée par 23 000 miroirs. Chacun est piloté par GPS, ce qui optimise son rendement. Ce sera certainement la plus grande serre agricole à énergie solaire thermique durable au monde. Goutte à goutte, perfusion nutritive, température contrôlée. Les tomates produites par Sundrop Farms sont excellentes. Cependant, il est peu probable que des technologies, aussi brillantes et abouties soient-elles, suffisent à nourrir l'Australie. Aujourd'hui,
les fermiers australiens se sentent enfermés dans une impasse. Environ 20% des terres sont devenues salines. On ne peut plus les cultiver et on ne peut pas revenir à ce qu'elles étaient avant. Alors on cherche des plantes tolérantes au sel, qui soient nutritives et productives. 99% de l'agriculture australienne sont fondées sur des plantes venant d'ailleurs, de l'étranger. Il y a peu d'exceptions. Il est temps pour les chercheurs de retourner dans les déserts et de se pencher sur les espèces locales trop longtemps négligées, voire méprisées, et qui pourtant ont su résister au climat et ont nourri la faune. En 10 années de recherche, un groupe de scientifiques de diverses disciplines a collecté et testé plus de 60 000 plantes. Si quelqu'un vient vers vous et vous dit qu'il a la bonne plante qui donnera une ration complète pour le bétail, c'est un menteur. Cette plante n'existe pas. Ce qu'on cherche, c'est une combinaison de plantes. The Old Man Saltbush, dont le nom scientifique est Atriplex nummularia, réunit plusieurs des qualités que recherchent les scientifiques. Cette plante vient d'un désert australien. C'est une illustration exemplaire de l'adaptation de la flore autochtone aux sévères contraintes qu'impose le climat du continent. Ici, elles peuvent pousser avec 100 mm de pluie et ça ne les dérange pas trop. On peut dire que dans notre zone agricole, la pluie est bien plus importante que ce que ces plantes ont l'habitude de recevoir. On sait qu'elles vont survivre. Ce sont des plantes d'ici. L'arme cachée d'Atriplex nummularia, ce sont ses racines, qui plongent jusqu'à 10 mètres sous terre pour chercher l'eau. Elles repoussent la nappe phréatique en profondeur et le taux de salinité du sol diminue. Pour mesurer l'efficacité de la plante sur la salinité des sols, les scientifiques ont planté un grand massif d'Atriplex. Cette découverte intéresse beaucoup les fermiers. La culture d'Atriplex pourrait fournir un précieux complément de nourriture au bétail, indispensable à la période sèche. Ces buissons se sont déjà adaptés au pire des scénarios qui pourraient nous frapper dans cette région du monde. Si Atriplex nummularia ouvre des perspectives extrêmement prometteuses, elle ne suffira pas à nourrir les troupeaux australiens. Et même si elle y parvenait, on sait depuis longtemps qu'il n'est pas raisonnable de mettre tous les œufs dans le même panier. La recherche orientée vers les espèces natives se poursuit, plus intensément que jamais. Une autre plante autochtone intéresse beaucoup les éleveurs. C'est le Mitchell grass, une herbe dont les vertus ont été repérées dès le milieu du 19e siècle par l'explorateur écossais Thomas Mitchell, mais qui a été par la suite dédaignée comme beaucoup d'espèces locales. La Mitchell grass pousse sur les sols les plus ingrats, et notamment sur les sols argileux. C'est une plante incroyablement coriace, très bien équipée pour survivre à la sécheresse et au désert. Elle est née en Australie, elle a évolué des millions d'années, de sorte qu'elle emmagasine des réserves d'énergie. Ces petits rhizomes sont pleins de féculents qui lui permettent de renaître après une sécheresse sévère. Chaque plant peut vivre 30 à 35 ans, peut-être plus. David Phelps fait des prélèvements réguliers sur chaque parcelle d'expérimentation. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir combien il y a de graines de Mitchell grass, qui est notre herbe native préférée, dans la parcelle. Une fois que nous avons évalué la quantité de graines,
On peut dire aux éleveurs comment leurs terres vont réagir quand la sécheresse actuelle cessera. Et encore plus important, combien de temps il faut laisser la végétation tranquille avant d'y remettre des vaches ou des moutons. Parce qu'il faut laisser germer ces graines, leur laisser le temps de démarrer leur croissance avant de leur remettre la pression du pâturage. Les scientifiques ne sont pas les seuls à tenter d'améliorer les terres d'élevage. Des fermiers expérimentent eux aussi de manière empirique. Mon père possédait un morceau de terre. Il ne croyait pas qu'il puisse être brouté jusqu'aux racines. Et c'est ce qui est arrivé. Tout a été brouté jusqu'à ce que la terre soit à nu. Presque chaque année, le bétail mourait de faim. Vous pouvez imaginer le désastre quand c'est arrivé. Il a produit une sécheresse faite par l'homme. Presque tout était mort. Lorsque le père de Bob s'est installé en 1920, le paysage était vert et les sols fertiles. Il a mis trop de bétail sur ses terres et le déclin de la ferme a commencé peu après. C'est dur, Comme du béton. comme du béton. Rien ne poussera là-dedans, n'est-ce pas? Non. Quand il fait chaud, la température à la surface est de 60 degrés. D'accord. Les plantes ne peuvent pas pousser. Non, c'est trop chaud. C'est trop chaud. Cette parcelle a été fermée pendant 25 ans. Rien n'a changé. Si on ne fait rien, ça ne changera pas. Tu peux voir ce qui arrive ici. Le vent est assez fort, il emporte tout. À de nombreux endroits de l'Australie, livrés au surpâturage, il ne reste qu'une étendue rouge-feu, sur laquelle rien ne pousse. Vous avez les horizons A, B et C. L'horizon A est celui que les plantes aiment. L'horizon B contient des minéraux et d'autres trucs, mais il n'a pas la matière organique ou quoi que ce soit dont les plantes ont besoin. Vous aurez des minéraux, mais vous n'aurez rien d'autre. Toutes les autres ressources vitales manquent. Et alors, vous pourrez le retourner avec n'importe quelle machine et en faire un sol qui aura l'air fertile, mais rien ne poussera. Vous retournerez un sol sur lequel les plantes ne veulent pas pousser. Et vous pouvez y verser toute l'eau que vous pouvez, rien ne poussera. C'est un sol très pauvre. Les gens viennent et ils pensent qu'on peut appliquer à l'Australie la même approche que celle qui est utilisée dans d'autres pays. Ça ne marche pas. Bob hérite de la ferme de son père en 1960. Lorsqu'il la reprend, l'exploitation est dans un sale état. Il est convaincu que c'est la cupidité des hommes qui change la terre en désert. Pendant plus de 50 ans, dans la solitude de l'Australie centrale, Bob mène une recherche opiniâtre, avec l'aide de sa femme. Il a l'ambition de mettre au point une gestion durable de la terre. Pas à pas, il élabore une méthode globale qui compte 4 étapes. Étape numéro 1, suivre de près la recherche scientifique et adapter les nouvelles découvertes au terrain. Nous avons pris tous les conseils qu'on pouvait nous donner. Il faut comprendre qu'au départ, on était complètement fauchés. Étape numéro 2, chercher et trouver une plante nutritive qui résiste à la sécheresse. Nous avons testé 60 espèces autres que les plantes natives, car les graines des natives avaient presque toutes disparu ici. Sur les 60 espèces, on a eu une réussite pour 59 échecs. Étape numéro 3, réduire les troupeaux. Quel était le ratio que le gouvernement préconisait pour une propriété de cette taille? 3000. 3000. Et vous n'avez que le 10e aujourd'hui? On en a 300 sur un terrain équivalent. D'accord. Étape numéro 4, empêcher la terre fertile de s'envoler. Tout autour des parcelles les plus exposées, Bob a eu l'idée de construire des murets qui arrêtent le vent. Ici, on crée une nouvelle surface sur laquelle les plantes peuvent s'enraciner. On crée un nouvel horizon A. On arrête la disparition de terres fertiles. Voilà le résultat. De l'autre côté, la terre s'envole toujours. Je ne connaissais personne qui faisait ça.
Donc vous pouvez continuer à nourrir le bétail sur ces zones qui étaient perdues à cause du surpâturage. Souvenez-vous que tout était mort ici. Oui, bien sûr. Je n'avais personne avec qui parler de ça. Si vous arrivez avec une idée, il y a peu de monde avec lequel vous pouvez discuter parce qu'ils sont persuadés que vous êtes un imbécile. Si je montre la digue aux autres, ils demanderont combien de vaches on peut mettre en plus pour faire de l'argent. Et ils mettront trop de bêtes qui mangeront tout. Et ce sera retour à la case départ. Il ne faut pas être stupide. Grâce à 40 années d'efforts acharnés, grâce à sa curiosité, à sa créativité, Bob a réussi à rétablir l'équilibre que son père avait compromis. Un jour, son approche singulière trouvera un écho dans un monde qu'il ignore encore. Pour gérer la terre, les aborigènes ont recours à leur allié de toujours, le feu. Les autorités ont longtemps combattu cette pratique qu'ils jugeaient dangereuse. Mais aujourd'hui, leur position a évolué. Elles ont compris que les brûlis traditionnels sont fondés sur une connaissance approfondie du milieu. Nous allumons le feu pour favoriser la poussée des plantes qu'on mange, comme les tomates du bush. On les fait aussi pour favoriser la pousse de l'herbe verte et pour que les kangourous aient à manger. Le pays renaît de la terre noircie. Les brûlis contrôlés sont également la meilleure façon de réduire régulièrement la matière combustible qui s'enflamme lorsque la foudre tombe et provoque des incendies dévastateurs. Les grands incendies spontanés calcinent la végétation à cœur, alors que les brûlis contrôlés épargnent la partie vive des plantes. Le docteur Robert Boyd s'est spécialisé dans l'écologie des incendies. Il étudie les brûlis que pratiquent les aborigènes. Là où la terre n'a pas été brûlée, une plante originelle, le spinifex, appelée herbe porc-épic, prolifère. Le spinifex occupe les terres les plus sèches, les plus chaudes, l'environnement le plus extrême de l'Australie. Le docteur Boyd soupçonne que pour imposer sa domination, le spinifex produit une substance chimique, dite allélopathique, qui empoisonne ou qui étouffe les plantes concurrentes. Ils sont capables d'empêcher d'autres plantes de pousser. Un spinifex peut atteindre 2 mètres de haut, 5 mètres de diamètre, et ses racines peuvent plonger jusqu'à 30 mètres de profondeur. Ces tiges sont si dures qu'elles peuvent percer un réservoir de voiture, et si sèches qu'elles s'enflamment facilement. Juste sous la surface du sol, il peut y avoir 20, 25 et même 30 espèces de plantes qui sont sous forme de graines, attendant les bonnes conditions pour apparaître. Quand vous mettez le feu au champ de spinifex, le spinifex meurt. Et soudain, la compétition est relancée. Des nutriments sont relâchés par les cendres sur le sol. La compétition pour l'eau est réduite, et quand les pluies arrivent, les autres plantes peuvent germer et pousser. Tout d'un coup, le désert devient un jardin. Les aborigènes cueillent les graines de spinifex, qui est une graminée, pour en faire du pain de brousse. Lorsqu'ils le jugent nécessaire, ils mettent le feu à la plante pour libérer les sols de son emprise étouffante.
Les feux de haute intensité chauffent beaucoup plus les sols. Et lorsqu'il y a un incendie intense, une grande proportion des plantes qui existent dans le sol est détruite. Et il n'y a plus rien à manger pour les aborigènes. Le feu et les hommes sont main dans la main sur les terres à spinifex. Je pense que cette graine a été cuite par le feu. Je pense qu'elle est morte. Le feu était trop chaud ou alors la graine trop près de la surface. Malgré les aléas de l'histoire tourmentée de la colonisation, les aborigènes ont su conserver leur savoir. Il aura fallu plus d'1 siècle pour qu'on prenne conscience de sa valeur. Aujourd'hui, les scientifiques s'intéressent de plus en plus aux connaissances qu'ils ont acquises en vivant dans le désert pendant 40 ou 50 000 ans. Les pouvoirs publics ont lancé Bush Blitz, un vaste programme de recensement de la faune et de la flore australienne. On estime que les 3/4 des 750 000 espèces présentes sur le continent sont encore inconnues. Nous allons travailler dans un des endroits les plus reculés d'Australie et aussi un des environnements les plus extrêmes au monde. Chaque équipe sera équipée d'un kit de survie. Une expédition de 20 scientifiques est envoyée au cœur du désert de Gibson. Leur camp de base est installé à Kiwikura, le village aborigène le plus isolé de l'Australie, au cœur d'une zone désormais protégée. Les scientifiques s'appuient notamment sur les anciens de la communauté. La famille de Joséphine faisait partie des derniers nomades aborigènes. Elle a en mémoire la véritable science du bush que ses parents lui ont léguée en héritage. Si la survie en milieu aride exige des qualités physiques, elle ne serait pas possible sans une connaissance intime de la brousse. Tu marchais et tu l'as chopé? Oui, je l'ai chopé. Déjeuner. Déjeuner. L'Australie compte de très nombreuses espèces de lézards, dont beaucoup sont encore peu ou pas connues. Sa longueur est de 245. On prélève un bout de sa queue pour un échantillonnage de tissu. Ce spécimen est un Blue Tongue Lizard, un lézard à langue bleue, encore juvénile. Dans le désert, la survie peut dépendre d'un lézard qu'on aura su attraper. Les scientifiques étudient également l'entomophagie, c'est-à-dire la consommation d'insectes comestibles par les aborigènes qui se nourrissent de larves de coléoptères, de fourmis à miel et de Witchetty Grub, qui est la larve d'un papillon de nuit. Quand la sécheresse est rigoureuse et longue, ils ont du mal à trouver des kangourous et des lézards pour se nourrir. Ils peuvent compter là-dessus. Ils sont pleins de protéines et de bonnes graisses. La science occidentale connaît une espèce de Witchetty Grub, mais les aborigènes en connaissent bien plus. Je pense qu'il pourrait exister de nombreuses espèces dans les déserts. Il pourrait y avoir 20, 30 espèces. Travailler avec les aborigènes rend vraiment modeste parce qu'ils savent comment survivre ici. Ils savent comment trouver de la nourriture là où nous pensons qu'il n'y en a pas. On ne voit pas l'eau, ils trouvent l'eau. Ils sont ingénieux. Ils sont brillants dans la traque des animaux. C'est leur terre, ils en font partie. Ils savent vivre ici et on se sent comme un enfant quand on vient dans un endroit comme celui-ci et qu'on voit à quel point ils sont adaptés et le peu que nous connaissons.
Au cours d'un survol en hélicoptère au-dessus du désert de Gibson, l'équipe scientifique découvre une étendue d'eau qui ne figure ni sur les cartes géographiques, ni sur les images satellitaires. Une vie exubérante habite cette oasis insoupçonnée. La dernière chose à laquelle je m'attendais, c'est d'être dans de l'eau au cœur du désert. C'est génial, non? Cette île de vie et de verdure, dans un paysage calciné par la chaleur, procure un sentiment d'irréalité. Cela nous montre que la vie se maintient, même dans des lieux que vous pensez invivables. Cela donne espoir. Il faut juste attendre la pluie. Les scientifiques ne savent pas quel est l'impact du désert sur la sécheresse, ou quel impact a le désert sur les incendies gigantesques qui détruisent des maisons. Nous ne savons même pas si le désert s'étend ou non. C'est pour cela que nous sommes ici, pour trouver et assembler les pièces du puzzle. Les Australiens réalisent enfin que les aborigènes, qui connaissent ce pays mieux que quiconque, peuvent les aider à repenser la vie dans cette immense Australie centrale qu'ils ont cru domestiquer et qui aujourd'hui leur échappe.